Le groupe numéro 1. S'il vous plaît, le groupe 1. Chaque groupe présentera 3 diapos et 3 minutes pour faire un résumé de ce qui a été discuté dans le groupe. Se me duerme el brazo, estoy preocupada. Se me duerme todo el brazo. No sé si es de la postura del ordenador. C'est la première fois que me passe. Bonjour, nous avons abordé la question des décharges, comment éviter qu'une grande partie des déchets, surtout en Espagne, finissent enfouis. Nous avons un cas pratique, l'industrie de la chaussure à Arnedo, à La Rioja. 500 tonnes de matières textiles par an sont produites, 250 tonnes de polyuréthane et 250 tonnes de caoutchouc. Au total, 1000 tonnes. Nous avons eu aussi l'échange de l'entreprise Impregna qui s'occupe de la valorisation des bois, des traverses le long des voies ferrées qui sont imprégnées de créosote. Nous avons discuté des différentes solutions disponibles pour éviter que les déchets finissent dans les décharges. La première solution, c'est les administrations publiques, les collectivités. Dans le cas de l'État espagnol, les administrations font la sourde oreille et ne s'occupent pas de ce qui se passe dans les décharges. Elles empêchent quand même de gérer l'école, les déchets liquides, les solvants, etc., qui ne peuvent pas être valorisés du point de vue matériel, mais qui cachent énormément d'énergie. Et en Espagne, c'est un problème grave. Les décharges sont remplies de matières qui pourraient être valorisées et utilisées pour produire de l'énergie, par exemple dans des entreprises qui fabriquent du ciment. En Espagne, les entreprises de ciment consomment, le combustible qu'elles consomment à hauteur de 30% correspond à une énergie faite avec les déchets. Mais en Europe, les usines à ciment utilisent à 80% de l'énergie qui provient des déchets. 50% de différence, c'est le pourcentage de déchets qui sont enfouis en Espagne, qui ne sont pas valorisés par d'autres usines. Nous avons entendu des cas pratiques d'entreprises qui envoyaient des milliers de tonnes de déchets vers les décharges et dont les matériaux, dont les déchets, en fait, a pu être valorisés par d'autres entreprises en tant que matière première. Nous avons le cas d'une papeterie qui produisait des énormes quantités de carbonate de calcium et il y avait une usine à ciment très proche, enfin à 100 km. Pendant des années, elles ont été incapables de se mettre d'accord ou de se retrouver afin de faire partir les déchets d'une entreprise vers l'autre entreprise qui pouvait s'en servir. C'était une matière première et la cimenterie n'a pas besoin de tirer ça des carrières. Ensuite, la valorisation énergétique. Profiter et utiliser les ressources énergétiques qui se cachent dans ces déchets. À son tour, en fait, c'est une alternative à la consommation du fuel ou de la coke ou des combustibles fossiles traditionnels. D'autres solutions proposées, la recherche et développement. Dans le cas des déchets à pouvoir calorifique important, on pourrait les utiliser dans des chaudières pour obtenir de l'énergie, ou la recherche et développement pour chercher de nouvelles applications. Trouver des matériaux qui ne
finissent pas dans les décharges. Par exemple, les utiliser comme isolant thermique dans les barriques de vin. Il y a un projet à l'étude pour utiliser le polyuréthane de l'industrie de la chaussure comme isolant thermique dans les barriques de vin. Nous avions un cas pratique aussi d'un client dont les découpes ou les morceaux de plastique étaient tout petits. Ces petits bouts de plastique étaient utilisés par une société qui fabriquait des chaises pour fabriquer les pieds des chaises. Voilà ce que nous avons abordé. Merci. Está bien, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿Has estudiado en Sosongón, el grupo ese, no? De las redes. Que eso de las redes es más abstracto. Es que lo muestro. Groupe 2. Número 2, se ha tratado de créer un réseau stable de coopération sur les territoires. Qui est la personne qui va faire le résumé? Quelqu'un voudrait partager avec nous? J'ai besoin de quelqu'un? Oui, quelqu'un qui voudra bien prendre la parole. Je suis le nouveau porte-parole du groupe 2. J'ai une nouvelle mission. Nous avons échangé sur la possibilité de créer un réseau stable de coopération dans les territoires qui font partie de ce projet. Et voilà nos conclusions. D'abord, nous avons dit que pour qu'un réseau fonctionne, il est important que les personnes ou les associations ou les entités qui veulent participer dans le réseau doivent savoir, petit 1, d'abord, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ce réseau, qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce réseau. Quelles sont mes attentes? Sinon, le réseau est mort et il n'y a pas de participation, c'est assez habituel. Ensuite, une autre de nos conclusions, c'est que le réseau doit être un moyen et pas une fin. Il est important de se fixer des objectifs concrets, précis, afin que tous les participants sachent ce qu'ils peuvent espérer et quel est l'objectif. Il y a aussi le besoin d'avoir un réseau expansif. Une bonne idée, c'est de démarrer avec un réseau de proximité. Et à mesure que ce réseau se développe et fonctionne bien, pouvoir l'agrandir et inclure les autres régions. J'aurai 2 minutes de trop, je vous raconterai une blague après. Également, il est très important d'avoir une dynamisation de ce réseau, qu'il y ait un dynamisateur ou une dynamisatrice qui connaissent bien les objectifs, qui sachent quel est le but, la finalité, et que cette personne sache ce qu'elle peut attendre de chaque membre du réseau. Comme dernière proposition, nous avons lancé une idée. Créer un groupe sur LinkedIn ou similaire, dynamisé, avec la participation de toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ici, à cette journée, et aussi d'autres personnes qui participent au projet. Et c'est un début, c'est un germe pour pouvoir commencer à échanger des expériences, des idées, des conclusions. Je crois que Kike, qui est celui qui a lancé cette idée, pourra nous aider à créer le groupe sur LinkedIn et pour le diffuser, et qu'au moins nous ayons une connexion facile et que lorsqu'on partira de cette réunion, on sache un petit peu où aller pour continuer ce travail. J'ai parlé combien de temps? 2 minutes, il me reste combien? C'est tout, merci. Pues habéis resumido mucho, ¿no? Groupe 3. Comment communiquer sur les produits ou services verts auprès du grand public?
C'est Céline qui l'a proposé. Il y a quelqu'un du groupe qui pourrait prendre la parole? Un résumé? Je vais le faire en espagnol parce que tout est en espagnol. Pour la communication, ce qui est le plus important, c'est d'unifier le langage et la certification au niveau européen. Les labels, le même lexique, même terminologie. Un élément important, c'est l'origine des produits, l'histoire, les producteurs et le process de production. Nous avons parlé de rendre visite aux entreprises et pouvoir voir les produits, les toucher, et pas seulement sur le web, créer une émotion pour les consommateurs, la possibilité de toucher à ces produits. Et ensuite, les canaux de communication et médias pour diffuser le produit. D'abord, le web 2.0 avec des ateliers tests, des éco-fêtes. Pour le projet Eneco 2, on a beaucoup d'idées pour les éco-fêtes. Fêtes itinérantes écologiques dans les régions Eneco 2 pour encourager une connaissance mutuelle et établir des réseaux. Et un journalisme qui ne fasse pas de la communication et de la publicité, mais qui fasse des tests et qui apporte des informations exactes. C'est tout. Qué rápidos son, ¿no? Nos vamos adelante, Samaria. Le 4. Développer l'intelligence collective dans l'entreprise. Qui veut prendre la parole? Alors, nous nous sommes préoccupés, nous, donc, de travailler sur le développement de l'intelligence collective dans les entreprises, bien sûr. Et nous avons fait 3 phases de travail qui étaient celles de définir notre langage, c'est-à-dire définir le terme d'intelligence collective. Dans un deuxième temps, nous avons dit quels étaient les avantages que pouvait revêtir l'intelligence collective dans l'entreprise. Et la troisième phase, c'était bien sûr d'apporter des idées pour développer l'intelligence collective dans les entreprises. Donc Idoia va aussi compléter mon discours. Donc dans un premier temps, la définition que nous en avons, c'était avant tout, l'intelligence collective, c'était de partager et de réussir à créer véritablement une émulation, une convergence d'idées qui soit inter-silos, c'est-à-dire qu'on mette à bas les silos et que ça soit plus dans l'interdisciplinarité, pour amener bien sûr vers l'innovation. Ça concourait bien sûr à une ouverture d'esprit, bien entendu, puisque ça y participe en tous les cas et c'est un prérequis important. Et il y a aussi la transversalité qui est différente de la multidisciplinarité, puisque la transversalité, c'est de pouvoir faire partager justement dans les différents niveaux bien toute la richesse qu'on pourrait avoir dans nos entreprises. Donc c'est la définition qu'on en a donnée. Algo así como salir del papel o rol en el que siempre estamos metidos, técnico, funcional o lo que sea, para estar dispuesto a salir un poco más de ahí y interactuar, o sea, transversalmente con otras cosas que nos puedan facilitar la innovación, ¿no? Algo así. Donc la deuxième partie a été donc de définir quels en étaient les avantages, les atouts. Pourquoi on aurait intérêt à développer l'intelligence collective dans nos entreprises. Une des choses en fait premières en fait qui est ressortie de nos discussions, c'était la réputation, c'est en fait l'image interne et externe qu'on peut en avoir. L'image interne, c'est bien sûr la motivation des interlocuteurs et puis bien sûr des collaborateurs, mais aussi l'image qu'on peut avoir derrière.
c'est-à-dire à l'extérieur aussi. La valorisation de l'immatériel, c'est tous les talents qui sont bien à l'intérieur de chacun de nous, dans chacun de nous, dans les collaborateurs, par les collaborateurs, et qu'on va valoriser. Hein, c'est les talents, c'est la motivation, c'est tout ça qui n'est pas valorisé, qui n'est pas évalué dans les entreprises. Une autre chose qui est un petit peu qui est induite par la valorisation du matériel, c'est la productivité, bien entendu. Des personnes qui sont bien dans leur poste, et bien forcément, ils vont travailler mieux, plus, mais surtout mieux, et c'est le plus important. Le sentiment d'équité, c'est aussi par la récompense, hein, c'est-à-dire que aussi on peut mettre en place des choses qui permettent aussi d'avoir cette équité des uns envers les autres. Et le changement de culture, parce que bien entendu, le changement se fait aussi par le fait de vouloir ce changement. Les idées, les solutions, enfin plutôt les idées, eh bien, elles se sont réparties en deux grands thèmes qui étaient la motivation, je vous en ai déjà un peu parlé, avec ce qui en espagnol se dit la gamification. C'est en fait le principe de créer des concours sains dans l'entreprise qui permettent aussi de dynamiser un petit peu les collaborateurs. La récompense aussi, financière aussi, ça passe par là, mais pas seulement. Et la reconnaissance sociale, c'est-à-dire le fait que tout le monde soit au courant qu'on a bien travaillé et qu'on travaille bien ensemble. Donc il y a un retour aussi pour l'ensemble de l'équipe. Et le deuxième point était la coordination et l'organisation, bien entendu, puisque c'est ce travail qui se fait, donc on avait parlé déjà de la communication dans les interservices, qui est par le fait d'échanger des mails, de communiquer autour de tout ça, faire partie de réseau, mais en tous les cas, échanger et communiquer, ça c'était très important. Et donc, bien sûr, la création d'espaces d'échange, c'est-à-dire des temps dans l'entreprise, qui soient dans le temps de travail, qui soient dédiés à l'échange entre les personnes et donc à mettre en valeur et se connaître un peu mieux. Et bien sûr, c'est prendre du temps pour les employés, c'est le temps qui est partagé entre chacun. Merci. Excuse-moi, Izuya, Trois minutes, parce que nous avons beaucoup de choses à partager. Numéro 5, coéducation. Éco-éducation. Bonjour. Notre thème, c'est l'éco-éducation, qui recouvre un certain nombre de concepts importants. Un pilier fondamental, lorsqu'on va construire une maison, c'est commencer par les fondations, jamais par le toit. Donc d'abord, il faut partir et commencer par le début. D'abord, l'éducation à l'école, ça c'est la base. D'abord, donc la formation. D'abord, il faut qu'il y ait une formation pour les formateurs ou pour les enseignants, pour les professeurs, qui devraient recevoir une formation spécifique pour, à leur tour, la transmettre. Deuxièmement, l'éco-éducation dans le programme scolaire d'une manière transversale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que l'on va enseigner, ce n'est pas seulement une matière, ça peut être l'éco-éducation, mais en fait, toutes les autres matières qui sont enseignées sont orientées sous un grand parapluie à partir de l'économie, l'éducation, la coéducation et l'écologie. Aussi, le caractère obligatoire de faire des stages de formation et de formation pour adultes, formation de type les stages de Pôle emploi, que ce soit obligatoire de faire un certain nombre de stages liés à l'éco-éducation pour renforcer la culture de la consommation collaborative et l'économie partagée. Un autre aspect sur l'éducation, c'est les échanges entre les pays pour connaître les bonnes pratiques. Donc, des échanges pour voir comment évoluent les méthodologies dans l'éducation. Donc, partager, apprendre et mettre en commun, mutualiser les expériences. Un autre aspect,
c'est les incitations économiques, ce depuis l'administration, vers les établissements scolaires qui travaillent le mieux dans l'éducation. Donc d'abord, la première étape, formation des personnes, éducation dès le plus jeune âge. Un autre chapitre important où on devrait insister, c'est à la maison. Que faire à la maison? Pas seulement à l'école, il y a un travail préalable qui est fait à l'école comme introduction, mais ensuite il faut y travailler à la maison. Que pourrait-on imaginer pour cette sensibilisation familiale? Par exemple, des émissions télé spécifiques, il y ait une formation qui soit donnée à ce type d'expérience. Ensuite, des jeux interactifs, des jeux où l'on puisse avoir une interaction entre plusieurs personnes à travers le portable, par exemple, et qui soient des activités stimulantes pour atteindre certains objectifs. Ceci serait compatible avec des ateliers ou des jeux à l'école, mais qui pourraient être transférés à la maison avec des indicateurs chiffrables, par exemple. Quelle est l'économie d'énergie à la maison que nous pourrons obtenir avec telle ou telle mesure? Et ensuite, des campagnes d'information de la part de l'administration pour la conscientisation. Enfin, dans le domaine de l'entreprise, il devrait y avoir des stages ou des formations pour les salariés ou les collaborateurs afin d'améliorer leurs habitudes. Une formation pour qu'ils puissent observer autour d'eux, dans leur poste de travail, quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour évoluer vers l'éco-éducation. Et ensuite, la participation à travers le bénévolat environnemental. Voilà. Le 6. Un bâtiment à énergie presque nulle pour les entreprises éco-innovantes. Bonjour. Nous avons donc la liste des participants de ce thème. Nous sommes tous liés à l'efficacité énergétique, ingénieurs, architectes. Nous avons tous intérêt à réduire la consommation énergétique dans nos entreprises. Voilà l'objectif. Lorsque l'on regarde de près la consommation énergétique d'une entreprise en termes de fuel, de gaz naturel, ce qui est déversé dans l'atmosphère par les usines, par les entreprises, combien ça coûte de climatiser des lieux de travail, en fait, nous voyons qu'en fait, c'est un gaspillage. En tant qu'ingénieur et architecte, nous voulons réduire cette consommation d'énergie et contribuer ainsi à la production de CO2 dans les entreprises. Et ceci peut réduire la facture électrique, surtout par exemple dans les bâtiments passifs ou d'énergie presque nulle. Nous parlons ici d'économie d'énergie de 90%. Pour les coûts fixes d'un chef d'entreprise actuellement, c'est énorme de réduire de 90% la consommation d'énergie. Comment le faire? Il faut concevoir des espaces multidisciplinaires ou modulaires. Et nous, les ingénieurs et architectes, on pourrait leur proposer, pour les entreprises, des espaces modulables qui puissent être modifiés d'une manière simple. Des fabrications en ligne ou artisanales, en fonction des espaces de l'entreprise, il faut qu'il y ait un feedback important entre les techniciens et l'entreprise pour pouvoir créer des espaces modulables qui puissent servir à l'avenir d'ici 10-20 ans. S'il y a des changements d'entreprise, pouvoir s'adapter dans les bâtiments. En tant que technicien, dans la première phase de construction, ce qui est important, c'est d'avoir une moindre consommation d'énergie et qu'il y ait l'introduction des renouvelables, photovoltaïques, micro-éoliennes, etc., pour remplacer
la consommation d'énergie. Si avec un bon bâtiment, on consomme moins, il faut compléter ce qui manque pour les process productifs ou pour produire de l'électricité afin de la vendre sur le réseau. Il faut apporter autre chose. Selon les pays, il y a des subventions ou il y a des politiques d'incitation. Le fait qu'une entreprise sur le toit d'un bâtiment puisse installer des panneaux solaires ou un potager solaire, ce qu'on appelle les potagers solaires, et que cela serve ensuite à couvrir les besoins électriques ou voire vendre cette énergie, eh bien c'est très positif. Nous pouvons les aider à produire une énergie propre et bon marché. Ensuite, il n'y a pas besoin de nettoyer certains déchets parce qu'il n'y en a pas. Ceci sert aussi à réduire les contraintes administratives et politiques. Autant en France qu'en Espagne, pour la construction durable ou pour les panneaux solaires sur les toits ou des générateurs de mini-éoliennes, c'est très compliqué. C'est difficile de faire des dossiers. Pour les administrations, au début, il semblerait qu'il y a des aides, il y a des subventions, mais lorsqu'on s'y met, c'est complexe. Il y a trop de législation, c'est des systèmes bureaucratiques extrêmement compliqués. Il y a différents étages de l'administration qui doivent se mettre d'accord. Et c'est lourd et en fait, ça devrait être plus simple. Avant d'aborder ces projets, il faut qu'il y ait des conversations et des échanges importants avec l'entreprise et la direction pour pouvoir être au plus près des besoins exacts de l'entreprise. Quels sont les vrais besoins? Voir quelle est l'énergie qui pourra être consommée d'une manière viable. Nous voulons être précis par rapport au budget qui est mis à disposition par l'entrepreneur. Contrôle et suivi des consommations, projet démonstratif d'utilisation et l'éducation, bien sûr. Sensibilisation. En tant qu'ingénieur et architecte, il faut montrer aux gens que ça marche. Faire des prototypes, des petits logements, des petits bureaux, une petite entreprise. Faire une monitorisation, on peut signer des conventions avec l'université, avec des entreprises énergétiques, afin que la population ou le grand public, sur un site web ou par des visites réelles, voit vraiment que c'est possible, que ces bâtiments existent, que c'est viable économiquement parlant et que l'économie d'énergie est considérable. Si on peut le faire, une démonstration en plein hiver où il y a un contrôle de la consommation d'un bâtiment, je pense que c'est un outil pédagogique très important. Oui, je m'arrête. Et pour terminer, il faut donc éduquer le client. Et l'avant-dernière, c'est pourquoi nous sommes ici, pour pouvoir proposer ces services d'une manière plus complète et économique, il faut qu'on se réunisse, il faut se voir. Si l'architecte fait son travail d'un côté, l'ingénieur de l'autre, l'organisme de certification et l'entreprise travaillent tous dans leur coin, c'est très difficile. Il faut se mettre d'accord, se coordonner, qu'il y ait une réunion de PME, créer une union d'entreprise, peut-être, et avoir une seule voix, et aller voir le client avec une seule voix, avec un dossier raisonné, lié. Quels sont les objectifs, quelle sera l'économie, quelles seront les consommations. Les entrepreneurs s'intéressent à l'éco-innovation, il faut qu'ils voient les résultats et les objectifs. Donc, ceci doit être fait d'une façon plus claire et coordonnée. Donc, voir quelles sont les différentes entreprises, c'est nous qui nous en occuperions et pas l'entrepreneur qui veut construire un bâtiment. Merci. Il nous reste le 7. Parce qu'il y a autre chose à faire avant de partir. Le 7. Coopérer pour innover ensemble. Es que lo
peut innover au travers la coopération? La réponse était claire, c'est que oui, bien sûr, nous allons bien sûr passer en revue les différentes difficultés qui existent, mais un des facteurs coopérer, innover ensemble, c'est d'afficher des intérêts communs. Que ce ne soit pas simplement la recherche d'un profit pour nous-mêmes, mais que les intérêts soient partagés et que l'intention soit conjointe, qu'il existe également une philosophie commune avec l'interlocuteur, que nous puissions devenir pratiquement des copains, qu'il y ait une bonne entente entre les partenaires et les entreprises. Souvent, il y a dans les entreprises s'unissent pour faire face aux situations difficiles et souvent c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut faire également, c'est identifier les bons interlocuteurs, comment cela se fait, si cela se fait au travers d'une coopération transfrontalière. Il faut toujours prévoir le fait qu'il convient de participer à des réseaux, des clusters, des pôles de compétitivité, parce que souvent on pense qu'on ne va pas avoir assez de temps et qu'on va en avoir des informations qui ne nous intéressent peut-être pas, mais cela est bon pour avoir de nouvelles opportunités, comme par exemple l'organisation de cette journée et la création de certaines plateformes. Les deux idées principales, c'est que pour coopérer et innover ensemble, ce qui compte, c'est l'esprit, la confiance et la volonté de coopérer et collaborer avec le pays voisin ou la région voisine pour essayer d'aboutir à une solution, à un problème, une difficulté, un objectif que nous suivions tous et toutes la même voie. Merci. Le dernier groupe, le numéro 8, comment sensibiliser le citoyen par rapport à la consommation d'aliments bio. Santé, argent et amour, tout un programme. Bonsoir. Nos conclusions sont assez simples, 3 minutes, ça va être tout à fait suffisant. J'ai été choisie en tant que porte-parole. Je suis Rahla Farolfa, je suis directrice de promotion de l'association agricole au Navarre qui certifie les produits bio. Nous collaborons avec le Calquive et le Grana des entreprises de la Navarre, mais également de Iñaki de la Saragosse. Et le résumé, c'est-à-dire comment sensibiliser les citoyens à la consommation de produits bio. Santé, argent et amour, c'est ce qui nous paraît essentiel pour nous. Ce sont ces 3 piliers. Santé, parce que donc santé. Attendez, je crois que c'est... Non, je suis allée un peu trop vite. La deuxième, donc pour la santé, l'investissement dans la santé au travers l'alimentation, c'est très important. Parce que quand nous parlons des aliments bio, nous sommes convaincus du fait que dans la filière, tout le monde a sa place. L'agriculture classique, industrielle, extensive, nous avons tous notre place. Mais bien sûr, il faut que nous trouvions une niche de marché. La seule chose que nous puissions dire, c'est que les aliments bio n'ont pas de pesticides, vont être meilleurs pour notre santé, qu'il faut vraiment prévenir. Nous avons parlé de la France, de l'Allemagne, et il y a eu Benoît qui a pris des notes comme ils l'ont fait en France. Ce qui était très important, c'est que les consommateurs exercent une pression sur les agriculteurs, parce qu'en France, en Italie, les aliments bio sont présents dans les cantines des établissements scolaires. En Navarre, nous sommes encore très très loin de cette situation. Nous souhaitons qu'au moins l'on
considère l'agriculture bio comme une agriculture plus saine et plus durable. Il faut donc réduire la viande. Je suis désolée, mon ami là, c'est un éleveur, enfin je suis désolée Yoshua, mais il faut réduire la consommation de viande et je pense que nous pouvons chez les enfants combiner parfaitement des protéines végétales. Oui, enfin bon, la viande bio est excellente, bien sûr. Et, bon. La suivante diapo. Celui-là. Micro. Non. On a insisté sur le fait que les parents et les familles ont exercé une pression sur les établissements et à ce moment-là, ils ont introduit ces produits. Et il faut finir avec l'idée que le produit bio est plus cher. Oui, bon. En effet, il y a des produits qui ne sont pas très demandés, qui peuvent être un peu plus chers. Mais les œufs, c'est 10 centimes de plus. Mais est-ce que vous avez pensé que quelquefois dans le café, il y a des différences entre un café et un autre pour boire votre café? Peut-être, moi je connais mes prix du café, 1,10 € pour le café. Dans un autre café, c'est 1,20 € le café. Donc il faut vraiment... il faut essayer donc d'en finir avec ce mythe. Le produit bio n'est pas toujours plus cher. C'est plus cher de le produire, bien sûr, parce que enlever les mauvaises herbes, tout cela. Bon, amour, c'est ce dont nous avons tous besoin, beaucoup d'amour, plus de celui que l'on reçoit. Et moi, la première. Nous pouvons donc relier ceci avec les coopératives de consommateurs. À Navarre, je travaille depuis 3 ans dans le secteur bio et le thermomètre sont les coopératives de consommateurs. En 2000, il y avait 300 membres. Maintenant, il y a 2000 membres qui adhèrent donc à cette coopérative de consommateurs. Et c'est ainsi que nous pouvons prendre le pouls à la situation. C'est le consommateur qui a le pouvoir de décision et nous devons donc impliquer toutes les entreprises. Je ne pourrais pas finir ceci sans dire, et j'aurai donc 2 réflexions générales, nos conclusions. L'une, c'est que nous sommes tous en train de parler de la coopération. Moi, j'ai fait un exercice d'autocritique. Je voudrais avoir l'information de chacun d'entre vous parce que je suis sûre que je peux coopérer avec chacun d'entre vous et c'est quelque chose que j'ai proposé. Et de ce groupe de la Navarre, je ne sais pas si nous pouvons l'appeler un consortium, une plateforme ou quoi que ce soit pour nous unir, pour mutualiser nos efforts. Nous sommes très près, mais nous n'avons jamais pu travailler ensemble et présenter un dossier au gouvernement de la Navarre pour que cette agriculture bio soit protégée. Nous avons besoin du soutien des administrations. Et pour finir, je tiens à préciser que cette journée a été vraiment enrichissante. Nous avons mangé bio, nous avons rencontré beaucoup d'agents et de secteurs et je serai à leur réunion. Merci. Et merci. À le grognon alors. Ok. Fue un día intenso. Creo que fue un día intenso. Antes de dar la palabra Bon, a Ana Carmen, avant de passer la parole après cette journée intense, Ana Carmen et Enrique qui vont clore. Non, Enrique ne va pas parler, c'est Ana Carmen qui va parler. Je tiens à vous remercier d'être venu ici aujourd'hui parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'était donc un déplacement important pour venir jusqu'ici, pour participer à cette journée qui était interactive. Je voudrais remercier également Stéphane qui a voulu animer cette journée de travail. Je voudrais également remercier l'équipe d'APESA. Ils sont partis, non, il y a Marion. Tout le monde est ici. Voilà, l'équipe d'APESA et l'initiative qui nous a permis d'organiser cette journée pour que cette journée soit un succès.
Nous allons terminer un peu comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire parler de l'avenir de ce réseau qui commence à se concrétiser. Et si vous avez questions, commentaires, avant de partir, le micro est à vous. Nous avons un commentaire extrêmement positif, merci. Mais si vous avez d'autres commentaires, si vous souhaitez partager votre objectif, ici même, là, tout le monde est un peu fatigué, je pense, et souhaite partir rapidement d'ici. Voilà quand même votre conclusion. Comment la bouche. Bon, on va faire vite parce qu'on a encore de bonne route pour arriver chez nous. Bon, pendant que j'ai la parole, vous pouvez, n'hésitez pas, prendre le micro et poser des questions, interventions ou peut-être présenter votre projet. Voilà, il faut vraiment le rapprocher un petit peu plus, le micro. Merci. Donc, je vais vous demander votre attention dans 10 secondes. Je sais que vous êtes fatigué, mais j'ai plusieurs choses à vous dire. Une chose, ce matin, nous avons mentionné le fait que nous étions en train de dynamiser avec Amaya et Anne-Sophie les réseaux sociaux. Bonne nouvelle et merci au Twitter de la salle. Nous avons pratiquement 200 interventions en interaction, je crois qu'on appelle cela comme ça, sur Twitter, 160 ce matin, le reste cet après-midi. Vous avez tweeté d'ici, de la salle, des entreprises d'origine, des entités partenaires, un succès des réseaux sociaux et pratiquement 40 interactions sur Facebook. Nous allons suivre cette ligne, c'est-à-dire de dynamiser le réseau qui a commencé, qui est né ici. Nous allons continuer à le dynamiser à partir du virtuel. Enrique nous a suggéré de bien vouloir créer un groupe sur LinkedIn pour continuer à échanger des idées sur cette plateforme qui s'utilise pour ce type de groupe plus professionnel parce que l'utilisation d'autres réseaux n'a pas la même importance qu'en Espagne. En France, Facebook par exemple, en France, c'est que pour les choses personnelles. Donc LinkedIn, ça serait intéressant pour la proposition d'un réseau commun, dynamique. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que la proposition du groupe 2 de la création d'un réseau, c'est la proposition que vous fait Eneco de chacun des partenaires d'Eneco dans chacune de vos régions respectives. Celle-ci est la proposition, c'est-à-dire la création d'un réseau présentiel. Nous nous sommes vus ici aujourd'hui pour la première fois dans un an à Logroño. Angela donc fait partie de la liste et nous vous proposons de nous voir sur Facebook et nous proposons également d'être présents sur LinkedIn. C'est probablement une façon intéressante de se voir. C'est l'une de votre propositions. Et vous avez également dit, pour le groupe numéro 2, vous avez également dit qu'est-ce que j'attends du réseau, qu'est-ce que je donne au réseau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui consacre du temps à ce réseau, de l'énergie, afin de dynamiser ce réseau. Quel type de réseau, de quel type de ce réseau s'agit-il? Il faudrait donc dire le réseau est un moyen n'est pas une fin. Et c'est quelque chose qui est très présent, que nous avons très présent à l'esprit et qui va dynamiser notre travail aux entités qui font partie du consortium de Eneco 2. Donc, vous avez 5 micro-réseaux régionaux dans chacune des régions qui prétendent s'élargir et s'étendre dans le domaine transfrontalier. Et ce qui nous manque, c'est la Catalogne, Languedoc, Roussillon et un Eneco
3 peut-être, ben moi je te lance ce défi et nous avons besoin de ressources NECO 2 jusqu'à la fin de 2014 pour continuer à mobiliser ce type de projet pour que les entreprises vous travaillez en éco-économie et pour que vous puissiez ou puisse vous fournir ces éléments. Encore une minute. Il y a autre chose que vous avez dit et je ramasse toujours les gants que vous me lancez. Et les défis, donc Angela me l'a dit, une journée qui prétend être internationale, la première chose qu'il devrait y avoir, c'est cette possibilité d'interaction pour après. Nous avons essayé de rejoindre la plateforme de NECO 2 pour que vous puissiez voir la carte de géolocalisation. C'est-à-dire que lorsque l'on ouvre la plateforme de NECO 2, il y a la carte de nos régions, c'est-à-dire le domaine territorial de POCTEFA. Et vos entreprises sont géolocalisées, sont sur la carte et vous expliquez pourquoi est-ce que vous faites de l'éco-économie et en quoi consiste votre éco-innovation. C'est le germe du réseau, vous êtes là, mais pour donc le voyage, donc là maintenant vous aurez donc la liste des entreprises pour que vous puissiez nous dire quelles sont vos interactions, mais nous avons besoin de votre autorisation pour vous adhérer au à LinkedIn et pour que vous puissiez après voir qui était là aujourd'hui, pour que vous puissiez comparer vos interactions avec tout le réseau, puisqu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir à cette journée, qui sont géolocalisées sur la plateforme de NECO 2. Vous êtes géolocalisés, vous vous souvenez, puisque vous vous avez demandé vos coordonnées. Très important, il faudrait que vous corrigiez les erreurs s'il y en a, que vous incluez, s'il y a des données à inclure, il faut les faire également. Et lorsque on organise ces journées, la carte est plus visitée qu'à l'habitude. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est essayer de faire en sorte que vous vous différenciez, que vous puissiez aller vers ces autres entreprises qui sont également qui travaillent également dans ce domaine éco-économie. Bon, je crois que nous avons remercié notre équipe. Et combien de fois il faut dire merci. Pour ça, dit que pour chaque chose négative, il faut dire 5 positives. Choses négatives, j'en ai pas vu, mais je vais vous remercier, merci à tous les agents qui sont ici et les entreprises qui sont ici dans cette salle. C'est le tout début, mais cela est extrêmement positif. Nous avons donc planté et après nous avons commencé à se connecter. Merci.